changement climatique. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Madame Antoinette Ouédraogo-Tombiano, vice-présidente de l'interprofession de la table filière Carité et présidente du maillon production de la filière Carité. Bonsoir, Madame Ouédraogo. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Monsieur Cléophas Guibien-Zerbo du Centre national des semences forestières. Bonsoir, Monsieur Zerbo. Bonsoir, Madame. Et le docteur Adou Haro de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Bienvenue à tous donc, sur ce plateau. Et nous allons essayer d'organiser ce débat autour de 4 volets principaux. D'abord, un état des lieux de la filière Carité en termes d'arbres à karité et de production en matière d'amande. Nous allons également parler en deuxième partie de la performance, de la transformation et de la commercialisation. Et puis les difficultés en troisième partie. Et enfin, les solutions par la recherche ou par les pratiques traditionnelles pour préserver les parcs à karité. Cela dit, la première question, quel est l'état des lieux aujourd'hui des peuplements de karité au Burkina Faso? Je commence par inspecteur Bambara. Merci madame pour cette occasion que nous a donnée en tout cas de nous exprimer sur cette tribune. Alors ce qu'il faut dire c'est que au Burkina Faso, aujourd'hui nous avons 70% de notre territoire qui renferme une diversité d'espèces pourvoyeuses de PFNL, donc l'arbre à karité. Et spécifiquement, cette espèce dont l'effectif aujourd'hui est évalué à 305 401 pieds d'arbres. C'est pas peu. Et ce potentiel est reparti en tout cas sur 28% de 19 48 000 hectares que renferment en fait ces espèces pourvoyeuses de PFNL. Et en termes de potentiel, alors ces peuplements nous fournissent annuellement en moyenne 1 250 000 tonnes en termes d'amande. Et aujourd'hui, il faut se dire que la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique a estimé qu'il faut effectivement orienter les interventions en termes de promotion et en termes de valorisation. Donc, nous avons élaboré depuis 2011 une stratégie qui vise à orienter en fait les acteurs quant aux actions à entreprendre pour promouvoir et valoriser ces produits forestiers non lieux et en particulier en fait les potentiels issus de l'arbre à karité. Donc il faut se dire que l'importance au niveau de cette espèce n'est plus à démontrer. Il faut se dire que sur le plan économique, en termes de valeur ajoutée, parce qu'il y a une étude qui a été commanditée en 2015 et qui a porté sur 9 espèces. Et en termes de valeur ajoutée, l'arbre à karité vient en tête avec 114 milliards en termes de valeur ajoutée. Donc suivent les autres espèces. Donc vous voyez un peu la place en tout cas, du karité dans l'économie. Sur le plan alimentaire, vous savez, aujourd'hui, c'est un complément alimentaire pour la plupart en fait, de nos parents, surtout en période de soudure. Et vous convenez avec moi que au champ, voilà, le repas de midi, c'est essentiellement les fruits de karité. Et c'est le soir qu'on peut espérer au moins avoir un repas chaud. Donc c'est un complément alimentaire pour la population. Alors, il faut se dire qu'en termes de création d'emplois, aujourd'hui, il faut dire que plus de 500 000 acteurs accroissent leurs revenus à travers la commercialisation, la transformation la fête des produits de karité, allant de l'amont, depuis la collecte jusqu'à la transformation au produit fini après transformation. Donc c'est pour dire que véritablement aujourd'hui on peut dire que l'activité liée à la
à la transformation, à la commercialisation en fait, des produits de qualité, nourrit son homme. Okay. Et donc, je pense que en cela, des 500 000 et quelques emplois générés, il y a au moins 90% qui reviennent aux femmes. Et c'est la raison pour laquelle on dit que cette filière a un visage féminin. Voilà. Ok, on comprend cela tout à fait. Alors, Madame Ouédraogo, inspecteur Bambara a fait vraiment un état des lieux assez explicite de cette arme-là, de la filière Karité. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter dans le quotidien des Burkinabés, vous qui êtes actrice à la base? Qu'est-ce que le Karité apporte au quotidien? Donc, je joins ma voix à celle de l'inspecteur Bambara pour vous dire merci pour cette opportunité de parler de la filière Karité. Et aussi, je réaffirme que toutes les femmes, toutes les productrices comme les producteurs, parce que nous tenons compte aussi de l'aspect genre, tirent effectivement leurs revenus intéressants. Mais avant de revenir sur les revenus intéressants par rapport spécifiquement à la filière Karité, je profite de votre micro pour présenter l'interprofession table filière Karité. Et puisque la table filière Karité est une, comme je le disais, une interprofession avec 3 maillons. Le maillon de la production dont je représente toutes les collectrices et productrices d'amandes de Karité qui nécessairement interpellent la ressource dont on va beaucoup s'appesantir, qui est l'arbre à Karité. Mais il y a à côté l'Association nationale des transformateurs des produits du Karité. Et enfin, il y a également l'Association nationale de ceux qui distribuent, qui commercialisent, qui exportent. Et si on revient au point de vue revenu, on peut dire que ce soit des productrices individuelles ou collectives par campagne, parce que là nous fonctionnons en campagne, arrivent à engranger plus de 800 millions de chiffre d'affaires par an. Et quand on va aux sociétés coopératives, associations et femmes organisées, on a plus du 1,5 milliard. Et bon, ça c'est au niveau des amendes. Et aussi à côté, vous avez le beurre, la transformation au niveau du beurre, qui peut être soit du beurre conventionnel, communément d'autres appellent beurre naturel ou beurre biologique. Il y a également des chiffres d'affaires qui avoisinent pour ceux qui le font individuellement autour de 500 millions et collectivement près du 1 milliard. Quand on va aux produits cosmétiques encore, oui, ça engrange des revenus. On va parler de ça donc, un peu plus tard. Voilà. Je vais demander peut-être à M. Zerbo, on parlait un peu de l'apport du Karité au plan nutritionnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Qu'est-ce que le Karité apporte au plan nutritionnel? D'abord, c'est le fruit. Le fruit. Il est très très riche en pas mal d'éléments, des glucides. Le beurre qui est assez particulier fait que la demande du beurre est assez forte. Et c'est beaucoup utilisé dans la chocolaterie. Et cette particularité du Karité, c'est que c'est une espèce qu'on trouve particulièrement en Afrique et qui fait qu'on peut mieux, en tout cas, la valoriser et la vendre mondialement. Parce que les Karités, on ne la trouve que en Afrique. Oui, on ne les trouve qu'en Afrique. Oui. Et au plan médicinal, on a cru comprendre aussi que l'arbre à Karité, c'est une plante aussi qui a des vertus médicinales. À quel moment, docteur Adou, peut-être dans vos recherches, on peut utiliser le Karité comme plante médicinale? Bon, pour le moment, j'allais dire que sur le plan scientifique, en ce qui concerne le Burkina, à ma connaissance, il n'y a pas encore des études qui ont été faites purement sur le volet médicinal du Karité, puisque actuellement tout se focalise sur les 2 volets que l'on connaît, nutritionnel et puis cosmétique pour le moment. Maintenant, le volet médicinal se focalise uniquement sur les connaissances, j'allais dire, ancestrales ou culturelles que les gens utilisent, soit les feuilles, soit les racines. Soit les racines, soit le beurre même pour le massage des bébés, des nouveau-nés, pour certaines blessures, des entorses. Je peux comprendre qu'on utilise beaucoup le beurre de Karité à ce niveau-là. Exactement, parce que bon, comme il l'a dit tout de suite, ça a quand même des propriétés assez particulières. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que le Karité se retrouve en Afrique, au Mali, au Niger, et puis partout. Mais le Karité du Burkina, il est assez particulier à cause de ses caractéristiques
physico-chimiques de son beurre. Donc, raison pour laquelle ce plateau est la bienvenue, aussi qu'il est aussi important de parler de cette filière karité, parce que quand on voit aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du karité, tout le monde parle du karité, mais en réalité, qu'est-ce qu'il en est exactement? Quelle est la situation de la production de karité en termes d'amande? On en a parlé un peu avec l'inspecteur Bambara. Est-ce qu'on peut avoir une idée plus précise? Ok, merci madame. Alors, je disais tantôt que en termes d'effectifs, aujourd'hui on se retrouve avec 305 401 000 pieds d'arbres, okay, de pieds à karité. Alors, si on va terre à terre sur la base des équations allométriques, on est arrivé à démontrer par exemple qu'un pied de karité peut fournir en moyenne 4 kg d'amande. Et lorsque vous faites l'extrapolation sur les 301 401 000 pieds, voilà, vous retrouvez facilement avec ce potentiel dont je venais de vous communiquer. Ça veut dire les 1 250 000 tonnes voilà, d'amande par an. Bon, il faut se dire que, voilà, ça c'est en termes d'amande, mais c'est le potentiel en termes de fruits. Voilà, mais quand vous considérez par exemple ce potentiel, il y a une partie qui est transformée, il y a une partie qui germe, qui tombe, qui germe, et il y a l'autre partie qui est transformée. Donc, c'est tout cela qui nous permet effectivement d'avoir comme potentiel, c'est tout ça qui nous fournit en fait les 1 250 000 tonnes, voilà, qui constituent aujourd'hui en fait le potentiel que les peuplements de karité dans leur ensemble nous fournissent annuellement. Mais il faut se dire qu'il y a souvent certains aléas climatiques et également, si vous regardez même le cycle même de production en fait de l'espèce, il y a des périodes, il y a des années où véritablement le karité ne donne pas. Ne donne pas. Voilà, mais si et vous ça s'explique comment? Ben, c'est un phénomène, j'allais dire, naturel, lié même au cycle du karité, mais il y a également les aléas climatiques. Bon, il peut arriver que pour certains phénomènes, par exemple les grands vents, les vents violents, peuvent contribuer à la chute, j'allais dire, des fleurs. Et là, ça peut contribuer à réduire considérablement la production. À quel moment on peut savoir si la production est bonne ou pas? Cette année, par exemple, on a l'impression qu'il y a un peu de retard dans la production. Oui, mais lorsque vous observez la plupart des arbres, lorsque vous prenez un axe, on constate quand même que voilà, la plupart des pieds sont en floraison. Donc ça augure déjà vraiment l'espoir que cette année, nous allons en tout cas avoir une bonne production. Voilà, on va au moins avoir le potentiel moyen de 1 200 000 tonnes que nous souhaiterions avoir chaque année. Madame Ouedraogo, cette production dont on parle, à votre niveau, est-ce que vous arrivez à... Parce que c'est vrai qu'il y a de l'amande qui est produite à partir des fruits, mais avec la consommation, avec la perdition, parce qu'on sait que les consommateurs, quand ils le consomment, ils jettent. Est-ce que vous, à votre niveau, cette production-là, malgré tout, elle est assez consistante annuellement? Si, elle est très consistante, mais elle reste encore tout de même à améliorer. Puisqu'il y a suffisamment de femmes qui sont presque à travers tout le pays, qui est organisé par rapport justement à la collecte et à la production des amandes, qui aujourd'hui les procurent, comme je le disais tantôt, un revenu. Mais il reste à ce que nous puissions voir pour qu'il y ait plus de collecte. Parce qu'il y a beaucoup d'amandes qui restent dans la nature, qui n'est pas collectée ni par les femmes, ni par les hommes, productrices ou producteurs. Parce que ce n'est pas accessible. Exactement, parce que les zones de collecte, pour la plupart, ne sont pas accessibles. Et aussi parce qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens de transport et encore, elles n'ont pas des pistes qui sont assez bien frayées pour les permettre de pouvoir aller en toute sécurité, en toute tranquillité, collecter les amandes et revenir non seulement pour la consommation locale nationale, mais aussi pour distribuer au niveau de la transformation et la commercialisation. Ok. Alors, on va parler maintenant de cette performance que vous avez tantôt évoquée par-ci, par-là,
en matière de transformation et de commercialisation surtout. Je vais m'adresser à Madame Ouédraogo. Aujourd'hui, quelle est la situation de la transformation du karité, de l'amande de karité, surtout au Burkina? En tout cas, c'est une belle opportunité de demander à ce que nous puissions effectivement mettre l'accent pour qu'il y ait une transformation du beurre de karité au niveau local, au niveau national. C'est là où se trouve réellement le goulot d'étranglement de la filière karité. Parce que la plupart de nos amandes, la matière première est exportée. Il nous reste très infime pour la transformation. Mais nous disons qu'avec l'accompagnement... Vous pouvez chiffrer, c'est de quel ordre? 2%, 3%, 10%? On ne peut pas avoir une idée précise. Oh, je pense que par rapport à ce qui nous reste sous les mains, on peut avoisiner les 60%. Hein. Okay. Ce qui est exporté est moins de 30%. Que ce soit matière première ou que ce soit transformé, soit en beurre de karité ou en produits cosmétiques tels que le savon et les pommades. Donc il reste encore vraiment une grande masse à aller chercher. Non seulement ça va améliorer beaucoup la santé, vous le savez, puisque ça va nous permettre de consommer local et bio, et aussi ça va procurer beaucoup de revenus et d'emplois décents au maximum de personnes, et ça va réduire un tant soit peu le chômage et beaucoup de problèmes qui sont autour justement du manque d'emploi, que ce soit pour les femmes ou que ce soit pour les hommes qui s'intéressent de plus en plus à la filière karité. Alors pour la commercialisation, vous dites que la production n'est pas commercialisée comme l'on souhaite. Enfin, il n'y a pas une grande partie qui est commercialisée. En fait, ce qui est sûr, il y a une certaine quantité, comme j'ai dit, qui est commercialisée, mais le plus souvent qui n'est pas commercialisée par celles qui transforment, qui sont à la base. Et effectivement. Parce que ça aurait été plus intéressant que ces femmes qui collectent soient à même aussi d'avoir d'autres femmes qui sont au niveau de la transformation et d'autres femmes qui commercialisent, qui distribuent en termes d'organisation, en termes d'accompagnement, en termes de fonds de campagne, de fonds de roulement, de tout ce qu'il faut autour de l'exportation. Et c'est surtout des firmes externes qui exportent plus qu'au niveau national. Parce qu'il va falloir revoir, parce que là, il y a beaucoup d'argent qui sortent, mais qui ne profitent pas au Burkinabé en réalité. Alors que c'est une des plus grandes richesses du Burkina Faso. On est déjà accompagné, mais comme nous allons être mieux accompagnés, de façon à ce que cette commercialisation profite au maximum au Burkinabé, surtout aux femmes qui ont ça comme richesse à la base. Pourtant, quand on regarde, on a l'impression que c'est l'une des filières la mieux organisée. Je vois que sur la question, par exemple, du commerce équitable, je pense que la filière karité était positionnée en bonne place. Si. Merci de reconnaître qu'il y a une certaine organisation, des modèles que vous avez vus, qui est diffusé, qui est très bien. Mais c'est encore infime. Si vous prenez ces modèles, ça ne représente pas plus de 10% de ces collectrices qui sont au niveau du Burkina Faso. C'est là où il faut davantage avoir plus de modèles, beaucoup plus de structuration, qu'on puisse atteindre effectivement le commerce équitable, que les amendes, même si elles doivent être achetées même au niveau national comme international, soient à un prix juste. Parce que jusque-là, il n'y a pas d'équité en termes... Et les femmes bradent, puisque c'est au moment, vous le savez mieux que moi, de la soudure, qu'elles sont obligées de les vendre. Mais si encore on est mieux organisé, si on est encore mieux outillé, si on peut librement utiliser... Si je prends par exemple cette contribution forfaitaire obligatoire, je sais qu'on va en venir. On va en venir on va parler des solutions. Voilà, des solutions. Ça va encore aider beaucoup le plus. Oui. Alors, le docteur Adou parlait tout à l'heure de la qualité des produits de karité du Burkina qui font que le Burkina est bien positionné sur le marché international. À quoi est due cette qualité de l'arbre de karité du Burkina? Bon, d'abord, la qualité de l'arbre serait due à notre condition climatique ou pédoclimatique, si vous voulez, parce que le climat sahélien entraîne un stress et ce stress amène la plante à produire un certain nombre de nutriments ou bien de substances qui rend ces beurres-là beaucoup plus qualitatifs
que bien d'autres pays, que si vous prenez par exemple notre pays voisin, que je ne vais pas citer le nom, mais qui a beaucoup plus de potentiel que nous. Maintenant, quand vous voulez positionner le Burkina par rapport à la production, le Burkina, je ne sais pas les données récentes où est-ce que nous en sommes, mais avant nous étions par exemple le 2e plus grand producteur du karité au monde et nous étions ensuite le 3e exportateur derrière le Nigeria et le Mali. Maintenant, tout ce qui est activité qui tourne autour de la filière karité, c'est tourné autour de la production de beurre dont Madame a parlé. Et quand vous regardez essentiellement cette production, elle ne profite pas véritablement à ses collectrices. Et c'est ça qui pose le véritable problème parce que une fois nous étions en atelier et j'ai essayé d'échanger un peu avec ces collectrices. Et rares sont celles qui arrivent à bénéficier ou bien à dire voilà ce que j'ai fait avec ce que j'ai gagné en collectant le noix de karité. Et ça pose problème. Parce que quand on regarde par exemple, quand on va estimer la quantité d'amandes ou bien des noix de karité à 850 000 ou 900 000 tonnes qui ont été récoltées chaque année, et qu'autour, la majeure partie de ces noix sont récoltées par les femmes. Voilà. Mais comment se fait-il que ces femmes n'arrivent pas à bénéficier décemment de ces collectes? Ça, c'est une question à laquelle on va répondre un peu plus tard. Okay. Peut-être que vous avez des solutions à nous proposer à ce niveau aussi. Et alors, donc, on est sur les belles performances du Burkina Faso en matière d'arbres à karité. Est-ce que ces belles performances doivent nous faire dormir sur nos lauriers, M. Zerbo? Non, pas du tout. Pas du Vous, tout. à votre niveau, je sais que vous faites plein de choses, justement. Oui, il y a de belles performances, c'est vrai, quand on voit le potentiel. On parle de 3 millions et quelques d'arbres de karité, mais quand on compare par rapport au passé, on sait que ces 3 millions et quelques correspondent 305 millions. 305 millions. 401 Pardon, 000 oui. Voilà, correspondent à une densité d'environ 11 arbres à l'hectare. Mais si on compare ça par le passé, pendant la période coloniale, on était autour de 230 arbres à l'hectare. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment... La marge est assez importante. La marge est assez importante, il y a une forte régression. Par exemple, pour illustrer ça, le CNSF récoltait des semences dans les années 83, 84, 85 à Kalgoné. Donc vous voyez, vous imaginez Kalgoné, on ne peut pas imaginer qu'il y avait des peuplements de karité là-bas de nos jours. Donc ça illustre déjà ce que nous sommes en train de perdre. Et l'autre chose aussi, les karités, c'est un arbre qui vit assez longtemps, au moins 200 et plus. Hein. Donc ces parcs que nous avons, nous n'avons pas totalement, nous ne connaissons pas exactement l'âge, mais ils sont assez vieillissants. Et quand vous voyagez, vous regardez dans les parcs, la régénération, on n'en voit pas beaucoup. Donc là aussi, ça cache d'autres difficultés qui sont là. Vous voyez, le karité est une espèce intégralement protégée. Si vous abattez un grand karité tout de suite, ça saute à l'œil. Là, tout le monde va vous interpeller. Mais lorsque on est en train de faire un nouveau champ, des jeunes karités qu'on abat, ça, personne ne le voit, ce n'est pas perceptible, alors que c'est plus dangereux parce que c'est l'avenir. Donc, on doit travailler plus à développer le potentiel, parce que lorsqu'on donne les chiffres, on se rend compte que, en fait, le potentiel est en train de diminuer. Et il y a beaucoup de travail à faire dedans, parce que on travaille, il y a plusieurs aspects. Il y a la transformation qu'il faut améliorer, il y a la valorisation qu'il faut améliorer, la transformation même sur place, mais il y a aussi la ressource. Ressource. Ok, on va parler de ça, on est en plein pied dedans, dans les difficultés. Vous avez parlé de dégradation, de qualité connaît vraiment un sérieux problème à ce niveau-là. Comment on est passé par exemple de cette densité-là à très peu de densité aujourd'hui, inspecteur? Merci madame. En effet, comme il a si bien dit, on sent qu'il y a une dégradation, j'allais dire progressive. Effectivement, depuis les années 60, on était à 230 pieds à l'hectare. Aujourd'hui, nous sommes à 11. Voilà, donc il y a un certain nombre de situations qui véritablement ont occasionné effectivement cette dégradation. Il y a également les actions liées à l'homme. Voilà, de par ces pratiques
Aujourd'hui, vous allez voir, pour installer un champ, alors on défriche toute une superficie, rien que pour un champ d'arachide, c'est bien. Mais on peut faire un défrichement contrôlé. Voilà, on contrôle, on vous dit, voilà, sur 1 hectare, voici le nombre de pieds qu'il faut épargner, y compris en fait les jeunes pieds. Mais vous allez voir que c'est une coupe à blanc. Tout est défriché à blanc et finalement, et pire encore, on met le feu. On met le feu pour que, voilà, rien, tout soit épargné et on ne verra plus rien sur le site que les cultures. Alors que quand vous voyez par exemple les jeunes pieds de karité, voilà, pour que ça puisse atteindre au moins les 30 cm, ce sont des années. Par exemple, ces champs-là, oui. Est-ce que ces jeunes pieds-là peuvent empêcher les milles de pousser, par exemple? Non. Au contraire, ça faisait partie même des mécanismes traditionnels que nos parents utilisaient dans les champs. C'est-à-dire, quand on voit un jeune pied de karité, au contraire, on faisait tout pour l'entretenir au même titre que les cultures. Et en ce moment, en tout cas, les peuplements de karité étaient mieux préservés. Mais aujourd'hui, tout est nettoyé, tout est défriché. Et bon, quand vous voyez un peu, voilà, le temps que le pied de karité met pour pouvoir arriver à la production, vous n'avez pas moins de 20 ans. Mais avec la recherche aujourd'hui, on est arrivé à amoindrir un peu, à réduire un peu le cycle de production. D'accord, on va... Voilà. Okay. Il y a oui. Bon, il y a également en fait les feux dont je parlais, les feux de brousse qui contribuent à dégrader. Il y a la coupe abusive, voilà, parce qu'il faut se dire que le bois de karité aujourd'hui est recherché. Et malgré que l'espèce soit protégée par le code forestier et certains accords internationaux. Donc c'est pour dire que c'est d'abord de par l'action de l'homme. Bon, il y a également des phénomènes d'ordre climatique, et ça c'est une situation indépendante de notre volonté. Mais ce que nous-mêmes nous pouvons faire pour pouvoir préserver et restaurer, je pense que c'est ce qui va contribuer à améliorer le potentiel. Docteur Abdou, est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas uniquement du fait de l'homme, il y a d'autres causes à ce dépeuplement-là? Est-ce qu'au niveau scientifique, ça s'explique? Effectivement, ça s'explique parce que j'allais dire que c'est des effets combinés par l'homme, par la nature et par même, j'allais dire, la nature de l'espèce elle-même. Parce que quand vous prenez l'arbre à karité, d'abord pour que ça pousse, ça prend du temps. Pour que ça grandisse, ça prend du temps. Et pour que ça produise, ça prend du temps. Donc ça fait que traditionnellement, il est même fortement déconseillé à quelqu'un de planter le karité. Parce qu'on vous dit tout simplement, quand vous allez planter le karité, vous n'allez pas voir son fruit. Et tout de suite, c'est compris comme si c'est l'arbre à karité là qui va vous précipiter votre mort. Alors que vous allez planter l'arbre à karité peut-être, je ne sais pas, 30 ans, alors que l'arbre va mettre peut-être 25 ans pour avoir les premières fleurs. Et l'espérance de vie au Burkina, c'est combien? Maintenant, la recherche en question a essayé de voir tous ces aspects pour comprendre effectivement qu'est-ce qui fait que cet arbre-là, la régénération est presque inexistante. D'abord, quand on prend les collectes, on a environ 1 250 000 tonnes d'amandes qui sont produites et qu'on récolte environ 850 à 900 000. Bon, ce n'est pas énorme parce qu'on n'atteint même pas la moitié de ce qu'on a besoin, par exemple, pour... il y a une partie qui reste dans le sol, il y a une partie qui... Voilà. Mais cette collecte-là, je pense qu'elle doit peut-être être réorganisée de sorte à épargner au moins ou à permettre à ce que cette régénération puisse se faire d'abord de façon naturelle. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est climatique. Si l'arbre pousse, vous allez dire la noix tombe et que ça pousse, ça devient un petit arbre, combien de temps ça peut résister? Il y a les conditions climatiques. Ensuite, il y a l'effet que l'inspecteur a soulevé, il y a le défrichement pour les cultures champêtres. Voilà. Et quand vous prenez un paysan dans son champ,
tout ce qu'il cherche, c'est produire son mil ou bien je ne sais pas ce que. Est-ce que l'utilisation aussi des insecticides, des pesticides aussi contribue à ça? J'en venais parce que quand vous prenez aujourd'hui le karité, on était à 230 en 1960 et on est à 11 aujourd'hui. Si on y prend garde dans quelques années, on risque de ne même plus avoir du karité. Ça serait dans l'historique et ça c'est très grave. Et raison pour laquelle il faut que l'on puisse développer des systèmes qui vont amener la population à pouvoir restaurer ces parcs-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de l'anacarde, par exemple, ça intéresse les gens. Mais quand on parle de karité, tout le monde s'intéresse aux fruits, mais très peu sont ceux qui s'intéressent aujourd'hui à l'arbre. Alors que tout ce que nous recueillons aujourd'hui, peut-être que ça a poussé nous autres là, on n'était même pas nés. Voilà. Ce qui entraîne aussi le vieillissement de ces parcs-là, c'est que comme ce n'est pas renouvelé, les pieds qui sont là, ça meurt au fur et à mesure, il n'y a pas quelque chose qui prend la relève et au fil du temps, ça va se perdre avec le temps. Raison pour laquelle, à la recherche, nous avons essayé, à l'INERA particulièrement, on a fait énormément d'études en ce qui concerne l'arbre à karité, parce que je crois que c'est depuis dans les années, j'allais dire 1970, que les travaux sur le karité ont commencé, les premiers travaux. Et aujourd'hui, on est quand même un peu avancé. On connaît un peu le problème, les difficultés, qui peuvent se résumer essentiellement la difficulté de germination, la croissance lente, la longue phase juvénile. Ça veut dire le temps que la plante met entre quand ça pousse et quand ça va produire la première fleur. Et tous ces aspects découragent les gens dans la plantation de l'arbre à karité. Mais aujourd'hui, grâce à la recherche, comme il l'a dit, on a pu réduire ces temps-là à un temps relativement raisonnable qui va aujourd'hui entraîner un essor dans la plantation de l'arbre et la restauration du parc à karité. Okay. Oui. Il y a aussi un aspect aussi, le développement de l'agriculture avec la mécanisation. Vous savez, quand on cultivait avec la daba, on pouvait épargner des jeunes pieds. Maintenant, avec les tracteurs, il faut pas qu'il y ait des jeunes pousses qui puissent déranger les roues. Donc, ça fait que il n'y a pratiquement pas de... il n'y a pratiquement plus de régénération dans les champs. Alors que les karités, c'est une espèce qui est à l'aise dans les champs. C'est une espèce agroforestière. Donc quand on cultive, l'espèce est à l'aise. Elle s'épanouit beaucoup plus et elle produit beaucoup plus. Elle produit beaucoup plus dans les parcs que dans les formations naturelles. Donc, avec la mécanisation, on contribue à tuer les jeunes plantes. La mécanisation de l'agriculture. Donc ça aussi c'est un aspect qui explique en fait cette situation. Oui. Il y a également un aspect. Aujourd'hui on assiste de plus en plus à la récolte de fruits immatures. Et là c'est un danger, un véritable danger. Parce que non seulement les fruits que vous récoltez de façon immature, qui ne sont pas arrivés à maturité, ne peut plus germer. Même si vous les enfouissez dans le sol, ça ne va pas germer parce que ce n'est pas arrivé à maturité. Et aussi, la qualité du beurre n'est pas du tout ça. Donc c'est pour dire que c'est un phénomène qui contribue également à la dégradation à partir du moment que même si vous semez, en fait ce fruit-là, la manne, ça ne va pas germer. Donc c'est un phénomène qui contribue à la dégradation également des peuplements. Oui. Oui, Madame Ouedraogo. Je voulais ajouter aussi à cela qu'il y a la recherche du revenu facile. Parce que les acheteurs internationaux, pour beaucoup, achètent les fruits sur l'arbre. Et pas avec les femmes, généralement avec les chefs de ménage, les propriétaires des champs et autres, qui, comme le disaient tantôt les uns et les autres, sont obligés par moment de les cueillir de façon immature. Ils sont même vendus sur l'arbre. Et en tout cas, il faut que tout ça soit réglementé, que soit organisé, parce que notre matière première, elle n'est pas préservée. Cette ressource arbre, c'est vrai, mais les amandes, les fruits du karité sont également bradés. Okay. Autant de difficultés, en tout cas, autant d'obstacles qui freinent en tout cas la régénérescence de l'arbre à karité au Burkina Faso. On va parler des solutions maintenant face à ces difficultés, notamment au niveau de la dégradation. Qu'est-ce qu'on peut préconiser pour faire face à cette dégradation-là? Ok. Ce qu'il faut préconiser d'abord, c'est la plantation. Il faut replanter l'arbre à karité. Il faut que l'arbre à karité, ou bien la plantation de l'arbre à karité, devienne au Burkina Faso comme l'anacarde, si vous voulez. Voilà. Et pour faire ça, il faut qu'on ait des actions qui convainquent
et qui encourage les gens à le faire. Aujourd'hui, si on amenait à organiser la filière karité comme le coton, ça peut se faire. Si on arrive à le faire, aujourd'hui par exemple, quand on prend de façon traditionnelle, quand vous semez une noix, elle va mettre quelques mois pour pousser, elle va mettre environ 2 à 3 ans pour qu'on puisse greffer cette plantule, et elle va mettre environ 6 à 10 ans pour commencer à produire des fleurs. Pas des fruits, des fleurs d'abord. Voilà. Maintenant, nous, on a essayé quand même à l'INERA de trouver quand même une nouvelle technologie en ce qui concerne le karité, parce que cette technologie existait bien sûr sur d'autres plantes. Ça veut dire que c'est la technique d'inoculation avec des champignons qui sont mycorhiziens. C'est des micro-organismes qui ne sont pas nocifs, et tous ces micro-organismes sont naturellement présents dans le sol, et nous partons dans ces sols, on les prélève, on cherche les plus performants qu'on ramène et qu'on remet dans leur milieu où on les avait prélevés. Donc c'est purement naturel et purement biologique. Maintenant, qu'est-ce que ces micro-organismes-là font? Ces micro-organismes apportent les éléments nutritifs et l'eau pour la plante. Ça veut dire quand vous inoculez aujourd'hui le karité, comparé à un plant que vous n'avez pas inoculé, le résultat est net. Et avec cette inoculation, de façon traditionnelle, je disais, quand vous avez la noix, il vous faut au moins 2 à 3 ans pour pouvoir avoir un plant en âge d'être greffé et de capable de supporter un greffon. Mais aujourd'hui, avec cette inoculation, en 10 mois, nous avons pu produire des plantes qui sont greffables. En plus de ça, et lorsque on prenait par exemple le taux de succès du greffage, il était en deçà de 50%. Lorsque vous faites ça de façon naturelle, ça veut dire que vous partez prendre du sol et vous venez, vous mettez vos noix et que vous allez produire du karité, et il était en deçà de 50%. Maintenant, avec cette technique toujours, nous avons pu améliorer ça jusqu'au-delà de 90%. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez pu produire la plante, vous l'avez greffée. L'objectif du greffage, c'est quoi? C'est pour réduire le temps que la plante met pour produire des plantes. Au lieu de 25 ans, on veut réduire ça autour de 5 à 10 ans. Le greffage permet de le faire. Mais combien de temps on met pour pouvoir avoir une plante qui supporte le greffon? C'est ça que nous on a réussi à réduire avec l'inoculation. Autrement, lorsque maintenant vous avez cette plante que vous aviez greffée, il faut maintenant la mettre en terre. Et quand vous mettez les plants en terre, sur 100 plants, combien de plants vont survivre? Parce qu'on sait qu'au Burkina, de façon générale, les sols, on dit que sont relativement pauvres en éléments nutritifs. Il faut peut-être des apports. Et lorsque vous avez des champs qui sont assez vastes, cet apport devient un autre problème, parce qu'il faut des éléments nutritifs. Là encore, ça devient intéressant encore avec ces micro-organismes, puisque quand vous les inoculez en serre ou bien en pépinière, ces inoculats vont perdurer pendant des années avec la plante et vont continuer encore d'apporter. Même si vous mettez ces plantes dans des conditions où les sols sont relativement pauvres en éléments nutritifs, comme ce que nous avons ici, la plante va arriver à avoir les éléments nutritifs nécessaires pour sa croissance, nécessaires pour sa survie et nécessaires pour sa production. Donc ça améliore aussi la production, ça améliore le taux de reprise. Et si vous revenez 2 ou 3 ans après la plantation, vous allez voir que vous avez plus de 90% de taux de succès de cette plantation. Alors, oui, M. Zerbo, à votre niveau, quelles sont les solutions que vous proposez au niveau des semences améliorées? Est-ce que ces semences-là, les gens les achètent? La demande n'est pas très très forte. La demande est beaucoup plus pour des plants greffés de karité. Mais ce qu'il faut dire d'abord aussi, la particularité de la semence de karité, c'est ce qu'on appelle les semences récalcitrantes. Lorsqu'elle sèche, elle ne germe plus, elle perd son pouvoir de germination. Donc en ce moment, c'est une amende, ça ne peut servir que pour faire du beurre de karité. Donc cela veut dire que chaque année, les karités qui doivent pousser, normalement ce sont les fruits tombés de l'année. Et c'est pendant l'hivernage, ce sont ces fruits qui doivent germer. Maintenant, l'autre chose qui est l'amélioration, parce que les karités, on a une très grande diversité aussi. Donc, il y en a qui ont des petites noix, il y en a qui ont des grosses noix,
Il y en a dont la noix aussi, on trouve que le beurre n'est pas intéressant. Donc tout ça, c'est un travail de recherche que nous sommes en train de faire pour sélectionner les meilleurs individus. Il y en a aussi qui ont des fruits qui sont intéressants. Donc il y a des gens qui viennent dire, je veux du karité greffé. Mais les karités greffées, les greffages, en fait, c'est une technique, c'est une étape de l'amélioration. Maintenant, tu veux les karités greffées pourquoi? Pour le beurre ou bien pour la chair. Pour la chair. Donc, dire. en fonction de ça, il y a de ces arbres aussi qu'on sélectionne. Donc, c'est un travail de sélection que nous sommes en train de mener et c'est un travail qu'on mène avec les acteurs de terrain parce que ce sont eux qui sont réellement sur le terrain, qui connaissent bien les arbres à forte production. Donc, là où nous interpellons, il faut planter. Il faut planter et susciter l'engouement pour réaliser ces plantations. Il faut qu'on arrive... Il faut briser aussi ce mythe qui dit que si tu plantes un karité, tu vas mourir. Tout à fait, parce que... C'est un travail de sensibilisation. Oui, nous avons notre station. Il y a, non seulement il faut planter, parce qu'il y a de ces plantations au niveau de l'INRA, il y en a, nous en avons aussi à Saponé, où on a des semis, des plantules et même des greffages aussi sur pied. Donc ça aussi, c'est une solution que nous préconisons. Les jeunes karités qui sont dans les champs, venir greffer des individus performants sur cela. Ça a l'avantage de raccourcir le cycle de production, parce qu'après les greffages, 4 ans après, on a la production. Et ça a l'autre avantage de produire les fruits qu'on désire. Voilà. Donc si c'est pour le beurre, ou bien si c'est pour la qualité gustative de la pulpe, donc on peut greffer cela. Et là, c'est possible. Maintenant, le gros travail, c'est nous invitons les populations à vraiment s'investir dedans. Pour vulgariser la chose maintenant. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, inspecteur Bambara, vous avez entendu, il y a des solutions qui sont là pour aider à la préservation de ce parc-là et à la régénérescence de l'arbre à karité. Est-ce qu'il ne faut pas faire une campagne spéciale à ce niveau-là pour que les gens puissent planter ces propositions faites au niveau du Centre national de semences forestières et de l'INRA aussi? Bien sûr, madame. Effectivement, il faut vraiment sensibiliser la population à s'intéresser à l'arbre à karité et en faire également faire du business. Parce qu'aujourd'hui, si on peut faire le coton, si on peut faire de l'anacarde, on peut également opter de faire du business avec le karité. Donc je pense qu'il faut donner l'information juste, il faut multiplier les séances de sensibilisation pour faire connaître les vertus en fait de l'arbre. Et je pense qu'en brisant le mythe dont venait parler M. Haro, on va amener vraiment le maximum de Burkinabés à contribuer à la préservation et à la restauration. Et ce que je voulais ajouter, on a parlé du système de mycorhize, on a parlé de l'amélioration, mais au-delà de tout cela, vous savez que quand vous regardez en fait les peuplements, il y a un minimum quand même de régénération. On peut amener les populations aussi à faire de la régénération naturelle assistée. Ça veut dire que les jeunes plants qui sont déjà là, on peut voir comment les assister, apporter les soins nécessaires pour amener ces jeunes plants-là aussi à grandir. Donc je prends que c'est un ensemble de combinaisons qu'il faut faire. Tout de suite, on parlait des amendes qu'on ramasse. Tout se ramasse. Rien n'est épargné. Il ne faut pas qu'on fasse la loi de Lavoisier. Tout se transforme. Il faut qu'il y ait un minimum qui soit épargné. Il faut qu'on oublie certaines amendes. Voilà. Et ce sont ces amendes-là qui vont germer et assurer justement la régénération. Il y a également d'autres techniques. Voilà, il y a le système de cernage. Aujourd'hui, voilà, il est prouvé que un arbre, un pied de karité qui ne produit pas, parce qu'il y en a un, mais lorsque vous faites le cernage, en fait, c'est une technique qui consiste à sectionner en fait le tronc à une certaine hauteur, et vous allez voir que véritablement l'arbre qui ne produisait pas, tout de suite commence à avoir des fruits. Donc c'est des techniques. Aujourd'hui, moi j'ai dit, si au niveau du Nord, on arrive à faire le zaï, pourquoi on ne peut pas vulgariser le zaï pour le karité? C'est vrai qu'on dirait que le zaï c'est uniquement au Nord parce que c'est dans des conditions difficiles, mais on peut arriver à sensibiliser nos acteurs à également voir comment faire le semi-direct
du karité, voilà, dans des pokés. Dans des pokés qu'on va surveiller, voilà. Et je pense que ça va donner. Ça va donner, et je dis que... il faut de la volonté. Il faut vraiment de la volonté. Et c'est là, justement, c'est ce qui justifie, justement, en fait, l'organisation du forum que nous envisageons, en fait, les 24 et 25. Et c'est l'occasion d'amener tous les acteurs directs et indirects à réfléchir et voir comment chacun peut s'impliquer pour la préservation et pour la restauration, afin que, bon, on puisse au moins... C'est un arbre qui est traditionnellement très important dans nos sociétés. Exactement. Madame Ouedraogo, qu'est-ce que la filière table karité fait pour préserver ce peuplement de karité qui est en difficulté? Est-ce que vous achetez des hectares pour planter des karités ou comment vous faites? Quelle est votre contribution? Oui, c'est vrai. Au niveau de la table filière karité, il se trouve que ceux qui ont plus l'argent sont au masculin. Je n'ai rien de contre cela, parce que je sais que derrière un homme, il y a une femme et il y a une famille. Exact. Mais tout de même, comme le karité est au féminin, il va falloir alors accompagner plus les femmes à ce qu'elles aient beaucoup plus de ressources financières. Tout ce qui a été dit est beau, mais ce qu'ils n'ont pas dit. Nous sommes plus d'1 million de femmes au niveau du maillon production, organisées dans à peu près plus de 7000 sociétés coopératives, et nous n'avons pas peur de planter des arbres à karité. Parce que nous savons que nous n'allons pas en mourir. Au contraire, nous allons vivre utilement. Et après, ça va servir beaucoup à notre population. Mais il coûte des yeux à la tête. Un seul arbre coûte entre 10 000 et 15 000. Ce n'est pas à la portée de la femme burkinabé. C'est normal. La recherche a un coût. L'amélioration a un coût. Mais c'est là où je me retourne aussi pour interpeller ceux et celles qui doivent mettre les ressources nécessaires pour permettre à ce que ces femmes qui sont engagées, nous on est engagés, on est prêts à faire, à protéger, à faire des parcs à karité pour peu qu'on nous accompagne techniquement, dans le terme de renforcement des capacités, qu'on nous aide à pouvoir planter et entretenir cela avec toutes les mesures d'accompagnement. Et c'est vrai aussi que nous avons notre part de responsabilité puisque nous sommes organisés au sein d'une interprofession qui est la table filière karité, qui fait effectivement son cheval de bataille, la préservation et la régénérescence de l'arbre à karité. Mais on est confronté aussi, comme je vous ai dit, à ce que nous puissions être accompagnés pour avoir plus de ressources financières et pouvoir accompagner. Parce que ce sont nos tâches de tous les jours. Mais nous n'avons pas les ressources matérielles et financières pour ça. Je pense qu'il faut aussi un peu miser sur l'information. Je pense que les femmes qui collectent là, elles ne savent pas que le karité là, on peut le planter. Parce qu'elles sont nées trouvées, elles pensent que ça est là, elles ne savent pas d'où ça vient. Je pense que s'il y a l'information que l'arbre là ne va pas vivre éternellement, qu'il faut planter, je crois que... Oui, c'est pour ça, d'abord, à travers notre stratégie et l'accompagnement de tous nos partenaires, que ce soit étatiques ou des autres partenaires, nous allons mettre l'accent, effectivement, pour encore informer, sensibiliser et avoir même des outils comme des films, comme des spots à la télé, à la radio, comme des cahiers, en tout cas comme des flyers, tout ce qui peut être visualisé à travers même leur campagne d'alphabétisation, introduire en tout cas des outils d'information et de sensibilisation, de façon à ce que effectivement elles puissent connaître les vertus de l'arbre à karité, puissent savoir que ça peut les procurer encore plus de revenus, et surtout le danger que si rien n'est fait, d'ici 20-30 ans, il n'y aura plus d'arbre à karité. L'arbre à karité, c'est ça. C'est les autres qui sont venus, qui ont pris toutes les richesses au niveau du Burkina en termes de recherche et qui sont en train d'aller en avant par rapport à notre pays. Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose allant dans le sens toujours de la préservation. Parce que de plus en plus, nous sommes en train de certifier nos parcs à karité. Parce que, parce que, vous savez, le produit est beaucoup frisé à l'extérieur. Et pour permettre, par exemple, à des coopératives de pouvoir obtenir des amandes de qualité et pouvoir produire du beurre de qualité bio qui peut facilement être écoulé au niveau de l'Europe, aux États-Unis, alors il faut déjà actionner au niveau des parcs que nous avons, voir comment on peut les identifier,
il faut organiser les acteurs autour de ces parcs. Il faut éviter qu'on déverse des polluants à proximité de ces parcs pour que ces parcs ne soient pas contaminés. Il faut éviter qu'il y ait des champs de coton à proximité de ces parcs pour que tous les produits qui font sortir de ces parcs-là soient exempts de toute impureté. Et c'est en cela, vraiment, nous sommes en train de faire de cela notre cheval de bataille. Et on s'est dit que, alors, si on arrive... Et ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs sont organisés autour de ces parcs. Ces acteurs sont formés pour la mise en œuvre de bonnes pratiques. Ça veut dire tout en préservant en fait ces parcs de tout dépôt. En même temps, ces femmes-là interviennent en appliquant en fait des bonnes pratiques, voilà, au niveau de ces parcs. Donc, je me dis que c'est également une approche qui peut à la fois nous permettre d'avoir des produits de qualité et en même temps contribuer à la préserver en fait le peu de peuplement que nous avons. Comme l'a dit quelqu'un ici, donc je pense que c'est M. Zerbo, le karité était traditionnellement protégé. Exactement. C'est une espèce en tout cas que le cultivateur connaissait l'importance de l'arbre à karité dans son champ. Je crois que c'est avec la modernisation et avec toutes ces nouvelles techniques-là qui ont fait que maintenant on n'en fait même pas cas et on agit comme on agit à ce moment-là. C'est vraiment tout le monde qui empathie, quoi. Oui, effectivement. Et vous voyez, les mécanismes traditionnels, on en parlait. Effectivement, autrefois, nos parents avaient des stratégies pour amener la population à éviter de récolter, par exemple, les fruits immatures. Ça veut dire, dans l'année, voilà, c'est-à-dire qu'il y a le responsable coutumier va dire, voilà, à partir de telle période, ou du moins avant telle période, personne ne récolte. On ne récolte qu'à partir de telle période. Et là, c'était respecté. Et il y avait également en fait des stratégies pour éviter, par exemple, que l'on ne coupe, par exemple, les pieds de karité. Il y avait des stratégies, voilà, pour éviter. Vous voyez souvent, vous allez voir accroché sur un arbre, voilà, un symbole. Un symbole, ça peut être une croix. Juste pour dire que, voilà, ici, ça appartient à tel ménage, ça appartient à telle famille. En principe, une organisation qui se donne dans la transformation de la manne, par exemple, doit prendre, en tout cas, l'engagement de pouvoir restituer au sol. Parce que la manne, en réalité, c'est le plan en miniature, doit prendre l'engagement de restituer au sol ce qu'elle a utilisé pour transformer. Et en cela, nous avons initié une approche. C'est l'approche développement des marchés qui intègre 5 dossiers de durabilité. Ça veut dire aujourd'hui, si vous êtes une organisation, vous voulez l'accompagnement du ministère de l'Environnement, d'abord, il faut que vous preniez l'engagement de dire que l'activité que vous allez, de transformation que vous allez faire, voilà, vous êtes prêt à faire le reboisement, soit à faire de la RNA, pour prouver que aussi bien vous utilisez quelque chose pour transformer, en même temps, à côté, vous faites un peu quelque chose pour pouvoir contribuer à la restauration. Donc, les 5 dossiers de durabilité vous sont obligatoirement imposés. La durabilité de la ressource, la durabilité technologique, la durabilité sociale. Il ne faudrait pas que, voilà, ce tabou, il faut qu'on brise ce tabou, voilà. Et il y a la durabilité économique, technologique. Voilà, donc c'est pour dire que c'est une approche que nous développons de plus en plus et ça permet même aux institutions bancaires, parce que ça aboutit à l'élaboration des plans de développement d'entreprise qui sont en fait des plans d'affaires qui sont acceptés par les institutions bancaires pour financer telle ou telle organisation. Donc c'est une approche qui contribue également à la préservation. Alors on va parler pour finir de ce forum-là sur la problématique du karité au Burkina Faso. Quels sont les objectifs de ce forum et surtout quelles sont les attentes? Voilà, en quelques mots, parce que malheureusement le débat était intéressant. Oui, c'est vrai. L'objectif en fait de ce forum, c'est pour amener, j'allais dire, les différents acteurs, aussi bien directs
qu'indirect. Direct, je veux dire, qui travaillent directement au niveau de la filière. Indirect, c'est les partenaires techniques, les structures qui accompagnent en fait ces acteurs-là. Voilà, c'est pour susciter en fait la réflexion autour de la problématique liée à la dégradation des parcs à karité et de voir comment définir les rôles et responsabilités de chaque des différentes parties prenantes quant à la préservation et la restauration justement des peuplements de karité. Donc c'est là vraiment l'objectif premier. Et à quoi serviront les résultats de ce forum? Très bien, puisque à l'issue du forum, il y aura une note politique que nous allons élaborer sous forme de dépliant, que nous allons diffuser, on va vulgariser. Et ça va permettre, effectivement, à travers des traductions, voilà, en langue, voilà, ça va faire tache d'huile et amener le maximum, en fait, des populations. Ça. Je pense que voilà. la sensibilisation en langue Exactement. pour toucher vraiment les populations qui sont à la base, Exactement. qui malheureusement ne comprennent pas français, ils n'arrivent pas à se rendre compte des efforts qui sont faits pour que ce parc à karité soit sauvegardé. Merci à vous. Madame Ouédraogo, vous avez un dernier mot. Nous nous engageons à aussi porter loin et pendant longtemps l'information, la sensibilisation pour la préservation de l'arbre à karité. Et nous osons espérer qu'à partir de ces échanges, qu'on sache que le mois de juillet, août, nous attendons 1 million d'arbres qui soient greffés ou non greffés d'arbres à karité, à les planter et à les protéger. Et nous allons faire le suivi avec vous tout au long de notre vie. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour nous parler du karité, cet arbre si important dans nos sociétés, dans nos vies, économiquement parlant aussi. On en parle à la télé pour ce mois-ci, donc a ouvert le débat sur la filière karité au Burkina Faso, sur la dégradation de la ressource karité et l'engagement des chercheurs à inverser la tendance. On a vu un peu ce que vous avez fait comme proposition, mais aussi sur les mécanismes qu'il faut vulgariser pour préserver les parcs à karité. Merci à vous de nous avoir permis d'avoir ces échanges-là autour de l'arbre à karité. On va se donner rendez-vous le mois prochain avec nos téléspectateurs pour un autre débat thématique sur la télévision de Burkina. Merci et bonne suite de programme à vous.